Bien le bonjour, alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, vidéo réflexion, n'est-ce pas? J'aimerais vous parler de l'autorité. Alors je change un peu la formule, enfin évidemment je suis toujours en perpétuel mouvement, évolution. Après tout ce n'est que la deuxième vidéo de cette, je l'espère, longue série. Euh, alors je vous ai concocté aujourd'hui un petit texte qui s'étale sur 4 pages, voilà, je vous montre un petit peu le machin qui est mon carnet finalement de notes en tout genre, de réflexion et de notes de livres. Euh, alors, bon, en préambule du texte, ça reste brut. Il y a plein de choses que je voudrais changer ou amender. Mon processus de réflexion s'axe autour en général bon, je pense à un sujet comme ça, je marche dans le parc, j'ai réfléchi, je finis par m'arrêter pour l'écrire, et ensuite je réfléchis à ce que j'ai écrit, les erreurs que j'ai commises, les imprécisions, et où est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin. Bon, donc l'autorité. Alors, il va s'agir ici particulièrement d'autorité d'ordre individuel. Vous allez comprendre pourquoi. Même si, on ne parle pas ici de régime autoritaire, politique, 20e siècle et compagnie. C'est le principe d'autorité comme tension entre deux individus. Bon, on va continuer, parce que sinon on n'avancera jamais. Alors, notre époque peut être qualifiée d'anti-autoritaire, plutôt d'anti-autoritariste, du moins dans les esprits. Nous voyons cela autant chez une certaine gauche libertarienne que chez la droite libérale. Mais liberté et autorité ne sont pas nécessairement des concepts antagonistes. Il faut creuser davantage vers l'égalitarisme, valeur du monde moderne. Nous n'allons cependant pas ici faire le procès de telles valeurs, mais plutôt de réhabiliter le concept d'autorité dans toutes ses vertus. Bon, je fais une petite introduction un petit peu dérivative. Alors, je vais faire ça souvent dans le texte, je vais m'arrêter pour expliquer un peu de quoi je parle. Euh, le véritable problème, selon moi, par rapport à l'autorité, et je vais développer, évidemment, c'est d'avoir mis au sommet de la hiérarchie l'égalitarisme. Parce qu'on a besoin d'autorité, pour tout un tas de raisons, et le fait d'avoir mis l'égalitarisme comme doctrine démocratique, parce que forcément ça va aussi ensemble, absolue, fait que ces tensions entre individus qui créent des phénomènes de hiérarchie d'autorité sont inopérantes. Et je vais essayer de tâcher de montrer en quoi elles sont nécessaires, ces hiérarchies, et cette autorité en particulier. Il y a un cas particulier où telle autorité est toute nécessaire, c'est dans une optique d'élévation. D'élévation, alors on peut parler du maître de l'élève, du disciple, aussi du parent et de l'enfant. Je pense que ça fonctionne aussi. Tout ce qui est de l'ordre, comme je disais plus tôt, individuel, c'est-à-dire un maître, un élève. Bon, voilà. Je vais boire un petit peu je vais boire un petit peu de chicorée. Alors, il doit exister un décalage entre un maître et son élève, sinon cela n'a aucun sens. Le maître est supérieur à l'élève dans le domaine particulier à cette élévation et non en tout point. Bon, ceci c'est important de préciser. En général, le maître d'école, par exemple, ou le parent, bon, le parent évidemment c'est un peu différent parce qu'évidemment, par rapport à un enfant qui ne sait rien du monde, le parent est en tout point supérieur. C'est totalement logique. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, voilà, il va développer des choses et il finit par même dépasser son parent ou son maître dans certains aspects de la vie. Bon, c'est comme toute chose. Mais évidemment, le maître, le principe du maître, c'est qu'il va élever l'élève ou le disciple dans un domaine particulier. Bon, ça peut être le domaine scolaire, ça peut être le professeur de mathématiques, ça peut être dans le domaine le fameux maître spirituel, tout ça, un Jésus, un Bouddha, cette espèce de maître absolu. Ou dans d'autres domaines, ou même dans le domaine professionnel, un mentor dans le domaine professionnel. Oui, on peut aussi parler de l'autorité professionnelle, mais j'y reviendrai. J'arrive à parler correctement. Si j'arrive à parler correctement. Euh, alors, on touche ici à l'une des dégénérescences possibles de la figure autoritaire, la toute-puissance, simple manifestation de l'hybris. Bon, oui, en fait, la dérive de l'autorité, ce qu'on appelle l'autoritarisme, ce qui peut devenir l'autoritarisme, c'est la tyrannie, essentiellement. C'est quand l'autorité, justement, n'a plus cette capacité d'emprise, on peut dire ça ainsi, c'est pas forcément le bon terme, mais et lorsqu'elle commence à s'étioler, elle doit agir de plus en plus de manière violente. Prenons l'exemple d'un parent qui a un enfant turbulent. Bien pour essayer de le remettre
de remettre un peu d'ordre dans la turbulence de l'enfant qui fout le bordel. Sachant qu'un enfant, bon, voilà, ça peut être dangereux pour lui, à la rigueur, s'il fait une connerie. Le parent va commencer à lever le ton, commencer à mettre des sanctions, des punitions possibles, et ça peut aller jusqu'à la violence physique. Vraiment, là, la violence physique, c'est un peu le chemin, c'est un peu le dernier moment où l'autorité peut s'exprimer. Il n'y a rien au-delà de la violence physique, quoi. Au niveau de l'autorité. Bref, mais là, on est vraiment dans une autorité qui est totalement dévoyée. Bon. Libris. Il est évident que l'humilité est primordiale, autant chez le maître que chez l'élève. Libris, comme vous voulez, Libris, qui n'est au final qu'un complexe de supériorité ou d'infériorité, conséquence d'un ego trop dominant. L'élève humble cherchera un maître humble, lui aussi, car il sait que c'est la seule véritable configuration possible à son élévation. Très important. C'est que l'élève aussi, il doit être le maître et l'élève doivent être tous deux dans une posture d'humilité réciproque. C'est-à-dire que le maître ne doit pas être dans une posture de toute puissance, d'hubris et compagnie, comme je le dis plutôt, qui est propre à l'ego finalement. Et l'élève aussi doit être dans une démarche d'élévation lui-même, et non pas dans une espèce de... s'il ne reconnaît pas l'autorité, cette autorité ne sera pas en mesure de l'élever. On continue. Élévation, soit dit en passant, en de multiples domaines. Un savoir-faire, un savoir-être, une technique quelconque ou une connaissance particulière. Et ce, sur tous les plans de l'existence. Il s'agit pour le maître de reconnaître qu'un élève possède les notions suffisantes à un savoir, et à l'élève de connaître les manques de connaissances pour choisir un bon maître. Bon, c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe, évidemment. À notre époque aujourd'hui où tout est très diffus, c'est parfois beaucoup plus à l'élève de chercher un maître que l'inverse. Voilà pourquoi pourquoi je mets les deux comme ça en correspondance. Chercher un bon maître. Il en va de soi qu'une autorité ne pourra être qu'effective lorsqu'elle est dûment reconnue comme telle par ses subordonnés, par ses disciples. Autrement, elle peut devenir tyrannique, soit par hybris, soit par ignorance de ses disciples. Alors, lorsque les disciples ne reconnaissent pas cette autorité parce qu'eux-mêmes ont trop d'ego finalement pour se rendre compte que le maître est supérieur, typiquement, ça peut être un nouveau dans une boîte, typiquement, voilà, qui pense tout savoir, le petit jeune qui sort de l'école, qui va casser les couilles à tout le monde et qui va dire non, moi je sais. Donc le maître, lui, peut être condescendant, envers méprisant, condescendant envers l'élève, et l'élève, lui, peut être pas méprisant, arrogant envers le maître. Et ça pose des problèmes, notamment dans le domaine professionnel, on pourra en parler d'ailleurs. J'ai plusieurs exemples en fait personnels, je pense, qui montrent un peu différents aspects de la chose. Il est complexe pour une autorité toute légitime et probante soit-elle de se faire valoir envers un subordonné ignorant et arrogant. A l'inverse, certaines autorités défaillantes en leur domaine particulier vont tenter de compenser sur d'autres aspects tout secondaires. La plus classique étant leur âge. On connaît bien toute la rengaine du daron qui ne maintient pas son ado. Bon, même si il y a beaucoup à nuancer, mais je veux dire, ou vous savez, du mec qui bosse dans la boîte depuis 35 ans, qui fait un boulot médiocre, mais qui va dire moi je suis vieux donc je sais. Alors il y a effectivement une corrélation entre l'âge et le savoir et la connaissance, mais pas forcément un lien de cause à effet. Voilà. Alors, dans tous les cas, il s'agit de lacunes sur le domaine de la connaissance. Et on en revient à le connais-toi toi-même. Voilà. On en revient à ça. Je ne me rappelle plus en grec ce que c'est, ce qui est inscrit sur les écoles, il me semble, du temple de Delphes. Ouais, c'est ça, si je dis pas de conneries. Connais-toi toi-même. Voilà. Donc l'élève doit se connaître lui-même pour connaître ses limites, ce qu'il a besoin de savoir, et pour trouver un bon maître, et le maître aussi. Voilà. Simplement. Le maître a donc un devoir de clairvoyance envers sa propre connaissance, savoir ce qu'il sait et ses limites, comment il le sait, pourquoi il le sait. Voilà, tout ça est très, très contingent et très subtil en réalité. Et ce, en vue de fluidifier la transmission. Autrement, cela résulte d'une simple injonction, toute occulte, ne pouvant mener à quelconque élévation. Voilà, quand on vous dit il faut faire ça parce que c'est comme ça, ça ne mène pas à l'élévation. Voilà. Moi, c'est un problème que j'ai avec l'autorité. C'est lorsqu'elle me personnelle, dans ma vie professionnelle, c'est lorsqu'on me demande de faire quelque chose,
Parce que ça m'énerve absolument. Voilà, et lorsque je demande des explications, on peut voir ça comme un défi d'autorité. J'ai ce problème-là personnellement dans ma vie professionnelle. Mais ça m'énerve. Moi, j'ai besoin de m'élever, j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Sinon, je suis absolument inopérant. D'ailleurs, c'est un problème. Il doit justifier, entre guillemets, dans une certaine mesure, son savoir. Bien que mon développement antérieur concerne l'autorité dans un contexte individuel de transmission, le fond reste valable pour une autorité d'ordre spirituel, collective, temporelle, politique, etc. L'autorité politique, par exemple, tient sa légitimité par l'efficacité de ses lois et mesures prises dans un contexte culturel, social et temporel particulier. Bon. Évidemment, lorsqu'un homme politique prend des décisions sur le plan industriel, social et compagnie, qui vont, disons, qui vont dans le bon sens, hein. C'est très tendancieux ce que je dis là, évidemment, parce que vous savez bien qu'il y a une gauche et une droite et qu'il y a des sensibilités, des directions politiques différentes, donc forcément on ne peut pas convaincre tout le monde. Mais par exemple, prenons un De Gaulle par exemple, hein, ça met tout le monde d'accord d'habitude. De Gaulle est légitime parce qu'il a fait les choses dans le bon sens. Bon, on peut résumer ça comme ça. Il y aurait beaucoup à nuancer, mais l'essentiel est là. C'est pour ça que la politique c'est pour ça que l'autorité politique est difficile à réellement mettre dans une case, hein, tout simplement. Il va aussi de soi qu'une société composée d'intérêts divergents aura toutes les peines à la reconnaître unanimement, forcément, hein, les intérêts particuliers de chaque caste, de chaque classe sociale, de chaque caste, des lobbies, hein, voilà, bon, de lobbies. Particulièrement dans un contexte démocratique où les groupes d'intérêts combattent pour faire élire leurs champions. Alors pourquoi dans un contexte démocratique ? Parce que dans un contexte démocratique, disons, autoritaire, monarchique, si vous voulez, vertical, hein, alors je ne suis pas forcément en train de plaidoyer pour ça d'ailleurs dans le texte, je parle d'autorité mais pas forcément de la monarchie, bref. Forcément, le souverain il est là, il n'y a pas le choix, quoi. Il y a un peu de... c'est comme ça, hein, parce que je reviens plutôt à ce que je disais, hein, par rapport aux injonctions occultes. Mais forcément, en fait, il y a beaucoup plus de combats d'intérêts dans une démocratie parce qu'on a une chance de pouvoir faire élire son champion. C'est logique. Alors il y a aussi ça dans les monarchies et compagnie, anciennes du Moyen-Âge, parce que forcément il y a aussi des groupes d'intérêt, mais c'est beaucoup plus limité. Cependant, le rôle du chef n'est pas de privilégier une caste plutôt qu'une autre, mais d'être le garant de la continuité de l'État ou de la nation. Bon, ça c'est très étatique, c'est très national, hein, comme vue, c'est très pouvoir temporel, quoi. Bon, après qu'est-ce que ça veut dire d'étaler la nation, hein, je veux dire, voilà. Encore là, c'est très contingent. Bien entendu, un monde de nuances et de contradictions apparaît en évoquant ces sujets puisque celui-ci se mêle avec moult paradigmes moraux et philosophiques. Évidemment, la réalité est multicouche et complexe. Le cadre de cette synthèse, je suis un petit peu prétentieux, se limite au domaine où le nombre d'individus impliqués est relativement faible. En annexe, certaines vertus ne sont réalisables qu'au sein d'une forme d'autorité. Ceci est le cas de la justice, du pardon, de la rédemption, qui ne peuvent être accomplies que par l'entremise d'une autorité vertueuse. Alors forcément, qu'est-ce que la justice ? La justice, c'est la capacité de discerner, disons, le bien du mal, le bon du mauvais, ce que vous voulez, pour être capable de rendre à chacun ce qui lui est dû. Bon. Et là, il faut une autorité compétente et vertueuse pour pouvoir rendre la justice. Hein, la justice n'est pas comme ça, n'émerge pas comme ça des individus, des groupes. Du moins, il peut y avoir une morale qui peut amener une justice, mais c'est quelque chose de plus subtil. Alors, pareil, le pardon. Dans une optique de pardon, on s'infériorise. On s'infériorise pour pouvoir accepter le pardon. Enfin, recevoir le pardon. Bref, vous avez compris. Donc, il y a une tension. Alors, je reviens là-dessus. Justement, j'ai évoqué le mot qui est important dans l'autorité. Il ne faut pas voir l'autorité comme quelque chose de descendant, mais comme plutôt quelque chose comme une tension entre justement l'élève et le maître. Voilà. Pensez à les structures de tenségrité, les structures où il n'y a que des tensions et la structure se tient elle-même. Ou les ponts, hein, par exemple, typiquement un pont à haubans, un pont avec des cordes là. Bref. Ce qui fait que l'autorité est valable, c'est la tension entre le maître et l'élève. Les deux sont interdépendants. Et c'est cette tension qui permet d'élever, hein, comme une corde qu'on tire pour élever l'élève plus haut. Hein. C'est exactement ça. C'est le maître est au-dessus, il tire avec la corde, l'élève à la corde, il tire. C'est la tension qui crée l'élévation. Ouais, je suis parti un petit peu dans un sucette, mais c'est très bien, d'accord. D'ailleurs,
Voilà. Attention, bon, je reviens sur ce que je disais, la justice, pardon, la rédemption, compagnie, une autorité vertueuse. Bon. Le pardon ne peut se demander qu'en prenant une posture d'infériorité relative, ce que je viens de dire. Comme quoi, mon processus de pensée est similaire, hein, finalement, on voit avec ce que j'ai écrit. Il en va de même dans un groupe. Celui-ci représente une entité incarnant une forme d'autorité. Bon, vous savez, les fameux groupes, vous savez, qui sont auto-organisatifs, un petit peu collectivistes, proto-communistes. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on peut le voir. C'est que le groupe se gère tout seul, un peu comme des fourmis. Hein, il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Peu importe, je continue. Une autorité, une entité incarnant une forme d'autorité. Cette forme s'incarne généralement dans un chef, car n'oublions pas que nous sommes des êtres de symboles et que nous devons les voir s'incarner. Hein. Nous sommes des êtres de symboles et nous sommes des êtres grégaires. Il y a toujours dans un groupe des individus qui vont se distinguer, qui vont être des leaders. Hein. Aujourd'hui, on dit plus ça que des chefs, hein, même si c'est absolument le même mot, et qui vont prendre ce rôle-là de représenter, de gérer les litiges, de faire la justice finalement. Voilà. Le souci du groupe sans chef est qu'il dilue son autorité parmi ses membres. Il devient alors impossible de prendre des responsabilités lorsque cela est nécessaire. D'où l'apparition de responsables, qui ne sont rien d'autre que des leaders naturels du groupe. C'est la fin du texte. Donc, effectivement, le problème, par exemple, d'un système parlementaire comme il y avait durant la 4ème République, c'est que lorsque les responsabilités sont diluées, parmi un nombre d'individus conséquent, il devient impossible de faire des choix en fait. Et c'est pour ça que la 5ème République, par exemple, dans le cas de la France, je reviens à De Gaulle hein, pour le coup, mais a instauré le président de la République qui est une autorité plus verticale qui permet de trancher, tout simplement. Bon, il y aura encore énormément de choses à dire sur tous les domaines, sur le domaine des parents, professionnels et compagnie. Tiens, je vais terminer sur 3 anecdotes professionnelles. Alors, je vais essayer de faire ça court. Première anecdote, l'autorité. Alors, je vais commencer par première anecdote. Lorsque je bossais en restauration, le chef était un peu un connard, mais en même temps, c'était un gars qui aimait ce qu'il faisait, qui aimait son boulot, qui prenait vraiment soin. Enfin, il a vraiment à cœur son travail. C'était un peu un connard quand même. Bref, mais je l'adore d'ailleurs. Mais bon, voilà, comme vous voyez, c'est assez nuancé. Et ce mec-là avait beau être insupportable durant le service, il dégageait quelque chose parce qu'il voulait faire tellement les choses bien qu'on n'avait pas envie d'être arrogant avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien que j'avais un peu de mal avec lui, avec son autorité, je peux dire ainsi, je l'admettais tout de même parce qu'il allait dans la bonne direction. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Dans la bonne direction, dans la direction de faire de la bonne cuisine, dans la direction d'être efficace dans le service, de faire de la bonne préparation, compagnie. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il était efficace dans son autorité, malgré qu'il était sur d'autres aspects, disons, un peu plus casse-pied. Voilà. Deuxième exemple, là cette fois-ci où j'ai eu un problème avec l'autorité. Alors c'était dans un supermarché, hein, je bossais dans les fruits et légumes, hein, donc je mettais des courgettes, des machins, compagnie, dans les rayons. Et le gérant du département des fruits et légumes est aussi un casse-pied, mais cette fois-ci méprisant, condescendant. Alors il connaissait son boulot, il faisait ça depuis 30 ans. Le problème c'est que lorsque je lui demandais des choses, typiquement pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on gère ça, parce que moi des fois il y avait des choses que je pensais qui étaient mieux, hein, simplement. Voilà, après bon, j'étais peut-être un peu arrogant à l'époque aussi, il faut le dire. Mais systématiquement, il prenait ces questions pour de l'arrogance, pour du défi. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec lui, et pas que moi d'ailleurs, hein, ce qui fait relativiser finalement le souci que j'avais à avoir là-dedans. Mais donc là, le problème c'est que je ne pouvais pas le reconnaître comme une autorité, ce gars-là. Parce qu'il était tellement condescendant, il était tellement méprisant, envers les employés, hein, pas que moi d'ailleurs, que c'est juste infernal, quoi. Et le troisième exemple, là c'est un exemple où moi j'ai une posture d'autorité, dans un contexte professionnel encore, où là c'est plus... Et là j'ai compris beaucoup de choses, hein, forcément, en renversant la vapeur. C'est lorsque j'ai dû par exemple encadrer un junior dans le cadre d'un projet. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo, remettons en question l'ami. Je pense pas, mais bon. C'est qu'en fait il y a des choses que l'expérience de travail nous apprend, qu'on ne nous apprend pas à l'école en fait. Alors là, je dis une banalité, mais extrême.
pour ceux qui ont un peu bossé dans leur vie, c'est d'une banalité affligeante. Mais ce petit nouveau, qui n'était pas mauvais, mais qui n'était pas non plus excellent, à bien des égards, bien qu'il avait plein de qualités, mais il avait plein de défauts, était incapable de comprendre que moi j'avais compris des choses dont il ne pouvait pas accéder immédiatement. Et donc il avait cette espèce d'arrogance à tout temps dire ah oui mais on peut faire ci, on peut faire ça et compagnie. Je dis non, en fait j'essaie de le recadrer, mais lui il était incapable de suivre. Et du coup j'avais beaucoup de mal à le diriger efficacement, entre guillemets. Et c'est très frustrant. Alors, moi non plus, j'étais pas dans une posture verticale, hyper autoritaire et machin, et compagnie, ce que tu veux. J'étais dans une posture, on discute, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être là que le bal blesse, justement. C'est peut-être qu'avec lui, ce qui fonctionnait, c'était quand je devenais un peu tyrannique. Quand je levais un peu le ton et quand je dis, bah voilà, on fait comme ça, ferme ta gueule, quoi. Malheureusement, ça me saoule parce que c'est pas dans ma nature de faire ça. Mais bon. Voilà, donc, je vous donne des petits exemples comme ça d'autorité. Voilà, c'est pas mal. Donc écoutez, je ne sais pas sur quoi je vais porter la prochaine vidéo. Ça risque d'être aussi un peu dans la même formule. Hein. Je vais écrire un texte, sûrement demain, à la bibliothèque tranquillement. Peut-être sur. Alors j'hésite en plusieurs choses, hein, mais je vous donner comme ça des petites réflexions pour élargir le sujet. Sur l'essence et l'existence, vous savez, le fameux débat entre est-ce que l'humain est un être déterminé ou un être machin qui s'écrit, ce que vous voulez. Je vais essayer de donner mon avis là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de méprise sur ce que c'est le déterminisme déjà, et sur, je vais essayer de réhabiliter l'essentialisme en fait, dans une certaine mesure évidemment, toujours en nuance ici, et évidemment je peux dire des conneries, hein. Je t'ai dit plein de conneries, n'hésitez pas à écrire en commentaire, faire des vidéos interposées, mettre un pouce rouge si vous n'aimez pas, hein. Faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, enfin j'en ai rien à foutre, je vais pas me braquer, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est que ça va pas m'atteindre émotionnellement en fait, pour ça que je dis j'en ai rien à foutre. Donc soit sur l'essence ou l'existence, l'essentialisme ou l'existentialisme, entre guillemets, hein. Soit sur, j'ai une petite idée de l'autre fois, rebondir sur le principe des castes indiennes et même les castes européennes, racialement, hein, évidemment, aujourd'hui c'est fortement dévoyé, et non pas de le réhabiliter de façon très, très normale comme je viens de faire là, mais plutôt de parler un petit peu comme ça, des quatre aspects de l'humain, des 5 aspects de l'humain qu'on retrouve dans ces castes-là et comment, en tant qu'individu, on peut trouver sa place. Il y a un peu ça, donc ça revient un petit peu à l'essentialisme, hein, à certains égards. Donc je pense que je vais faire l'essentialisme avant, comme ça je vais instaurer des choses sur le plan philosophique, hein, si on peut dire ça ainsi, qui seront utiles ensuite pour comprendre ce que je veux dire dans la théorie des 5 castes, hein, si je peux dire ça ainsi. Bon, je dis rien de nouveau, hein. Voilà. Mais bon, bref. Écoutez, sur ce, moi je vais faire ma chicorée, hein. Je vais aller bosser, et puis je poste ça éventuellement, peut-être à faire un peu de montage parce que j'ai eu des blancs et compagnie. Voilà. Donc, à la prochaine, et la bonne bise.